Au début des années 2000, le marché immobilier américain a connu un boom apparemment imparable. Les prix des maisons ont grimpé en flèche, attirant de plus en plus d'acheteurs et d'investisseurs. Les faibles taux d'intérêt et les conditions de crédit souples ont alimenté une flambée de l'accession à la propriété. Les banques et les institutions financières ont facilité l'accès aux prêts hypothécaires, même pour ceux qui n'auraient pas été éligibles auparavant. Cependant, cette prospérité masquait une tendance dangereuse, la montée des prêts hypothécaires à risque, appelés subprimes. Ces prêts étaient souvent accordés sans vérification rigoureuse des antécédents financiers des emprunteurs. Ces prêts étaient accordés à des emprunteurs ayant de mauvais antécédents de crédit et des scores de crédit faibles, ce qui les rendait intrinsèquement risqués. Les emprunteurs étaient souvent incapables de rembourser leurs prêts, une fois les taux d'intérêt augmentés. Les prêteurs, attirés par la perspective de rendements élevés, ont regroupé ces prêts hypothécaires risqués dans des produits financiers complexes et les ont vendus à des investisseurs du monde entier. Ces produits, appelés titres adossés à des créances hypothécaires, étaient là perçus comme des investissements sûrs. Ces investissements semblaient sûrs, promettant des rendements élevés avec un risque minimal. Les investisseurs, y compris de grandes institutions financières, ont été attirés par ces promesses de gains élevés. Cette illusion, cependant, allait bientôt se briser, révélant la fragilité du système financier mondial. Les signes avant-coureurs de l'effondrement étaient déjà présents, mais peu de gens les ont remarqués. Les fondations de ce château de cartes ont commencé à s'effondrer lorsque les taux d'intérêt ont augmenté et que la bulle immobilière américaine a éclaté. Les prix des maisons ont chuté de manière spectaculaire, laissant de nombreux propriétaires dans une situation financière précaire. Les prix des logements ont chuté, laissant d'innombrables emprunteurs avec des dettes hypothécaires supérieures à la valeur de leur maison. Ces emprunteurs se sont retrouvés sous l'eau, incapables de vendre ou de refinancer leur maison. Les défauts de paiement et les saisies ont explosé, envoyant des ondes de choc dans tout le système financier. Les banques ont commencé à accumuler des propriétés saisies, aggravant encore la crise. Le réseau complexe de titres adossés à des créances hypothécaires, autrefois considérés comme des investissements sûrs, s'est rapidement transformé en actifs toxiques. Les investisseurs ont réalisé que ces titres étaient beaucoup plus risqués qu'ils ne l'avaient initialement cru. Les institutions financières du monde entier, fortement investies dans ces titres, ont subi des pertes considérables. Les banques, les fonds de pension et même les gouvernements ont été touchés par cette crise. La crise des subprimes américaines n'était plus un problème national. Elle était devenue une crise financière mondiale. Les répercussions se sont fait sentir dans tous les coins du globe, entraînant une récession économique mondiale et des mesures de sauvetage sans précédent par les gouvernements et les banques centrales. Alors que le marché immobilier américain était en plein essor, l'Europe a connu une période de relative stabilité économique. L'introduction de l'euro en 1999 a favorisé l'intégration économique et la croissance. Les banques européennes, disposant de liquidités abondantes, ont cherché des opportunités d'investissement au-delà de leurs frontières. Elles ont vu dans le marché immobilier américain une opportunité lucrative, investissant des milliards dans des titres adossés à des créances hypothécaires. Ces investissements, initialement perçus comme sûrs et rentables, allaient bientôt causer leurs pertes. Les dirigeants européens, initialement confiants dans la solidité de leur système financier, ont minimisé l'impact potentiel de la crise des subprimes américaines. Ils pensaient que la distance géographique et la force de leurs économies les protégeraient des turbulences de l'autre côté de l'Atlantique. Cependant, l'interdépendance du système financier mondial signifiait qu'une crise née aux États-Unis ne se limiterait pas à ses frontières. L'illusion de sécurité a été brisée lorsque la crise s'est rapidement propagée à travers l'Atlantique, exposant les vulnérabilités du système financier européen. L'effondrement du marché immobilier américain a déclenché un effet domino sur l'ensemble du système financier mondial. Ce qui a commencé comme une crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis s'est rapidement transformé en une crise financière mondiale, affectant les marchés et les institutions financières à travers le globe. Les banques européennes, fortement investies dans des titres adossés à des créances hypothécaires américaines, ont subi des pertes considérables. Ces pertes ont été exacerbées par la complexité et l'opacité des produits financiers dans lesquels elles avaient investi, rendant difficile l'évaluation de leur exposition réelle. Ces pertes ont entamé leurs réserves de capital, sapant leur capacité à prêter et à fonctionner efficacement. Les banques ont dû réduire leurs activités de prêt, ce qui a eu un effet d'entraînement sur l'économie réelle, affectant les entreprises et les consommateurs.
Les prêts interbancaires, le moteur du système financier, se sont gelés. Les banques, incertaines de l'exposition de chacune aux actifs toxiques, refusant de se prêter mutuellement. Cette méfiance généralisée a paralysé le système financier, rendant encore plus difficile la gestion de la crise. Ce manque de liquidité a encore aggravé la crise, poussant le système financier mondial au bord de l'effondrement. Les gouvernements et les banques centrales ont dû intervenir de manière drastique pour tenter de stabiliser la situation. La crise a révélé une faille critique dans le système financier mondial, un manque de transparence et de surveillance. Les régulateurs ont été critiqués pour ne pas avoir anticipé l'ampleur de la crise et pour leur incapacité à contrôler les risques systémiques. Le réseau complexe d'instruments financiers, y compris les titres adossés à des créances hypothécaires et les contrats d'échange sur risque de crédit, était devenu trop opaque pour être compris ou réglementé efficacement. Cette complexité a permis au risque de se cacher dans les recoins du système financier. Ce manque de transparence a rendu impossible l'évaluation de l'ampleur réelle des risques encourus, conduisant à une dangereuse accumulation de risques systémiques. Les investisseurs et les régulateurs étaient aveugles face à l'ampleur des problèmes qui se développaient. La crise a servi de rappel brutal que même les systèmes financiers les plus sophistiqués sont vulnérables à l'effondrement s'ils ne sont pas correctement réglementés et surveillés. Elle a souligné la nécessité de réformes profondes pour renforcer la résilience et la transparence du système financier mondial. Section 4. Lehman Brothers. Un géant tombe et provoque des ondes de choc. La faillite de Lehman Brothers, une banque d'investissement de Wall Street, en septembre 2008, a marqué un tournant dans la crise financière mondiale. La chute de Lehman, la plus importante faillite de l'histoire des États-Unis, a envoyé des ondes de choc dans tout le système financier mondial. Elle a brisé la confiance qui subsistait dans la stabilité des marchés financiers, déclenchant une véritable panique. Les investisseurs du monde entier se sont précipités pour vendre leurs actifs, entraînant une chute libre des marchés boursiers. La faillite de Lehman a eu des conséquences considérables, en particulier pour les banques européennes. De nombreuses institutions européennes étaient fortement exposées à Lehman, soit par le biais d'investissements directs, soit par le biais du risque de contrepartie. La faillite d'un acteur aussi important du système financier mondial a mis en évidence l'interdépendance de l'économie mondiale et la vitesse à laquelle une crise dans une partie du monde pouvait se propager à d'autres. Elle a souligné la nécessité d'une coopération et d'une coordination internationale pour faire face à la crise et prévenir les crises futures. Section 5. Un front uni. La réponse de l'UE à la crise. L'Union européenne a été confrontée à un défi sans précédent à la suite de l'effondrement de Lehman Brothers. Cet événement a déclenché une onde de choc à travers le système financier mondial, mettant à l'épreuve la résilience des économies européennes. La crise menaçait de démanteler l'intégration économique qui avait été patiemment mise en place pendant des décennies. Les fondations mêmes de l'Union européenne semblaient vaciller sous la pression. Au début, les dirigeants européens ont eu du mal à formuler une réponse coordonnée. Les divergences d'opinion entre les États membres ont rendu difficile l'élaboration d'une stratégie commune. Certains pays étaient favorables à des solutions nationales, tandis que d'autres préconisaient une approche européenne plus unie. Cette division a révélé les faiblesses structurelles au sein de l'Union. Ce manque d'unité et de détermination dans les premiers stades de la crise a aggravé la situation, permettant à la crise de s'aggraver. Les marchés financiers ont réagi négativement à cette incertitude, exacerbant les tensions économiques. Face à l'escalade de la crise, la Banque centrale européenne, ou BCE, a pris des mesures sans précédent pour stabiliser le système financier. La BCE a joué un rôle crucial en intervenant de manière décisive. Elle a injecté des milliards d'euros dans le système bancaire, fournissant des liquidités indispensables. Ces injections de capitaux ont permis de maintenir la solvabilité des banques et d'éviter un effondrement total. La BCE a également abaissé ses taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas afin de stimuler l'activité économique. Cette politique monétaire accommodante visait à encourager les prêts et les investissements. Ces mesures, bien que cruciales pour éviter un effondrement financier total, n'ont pas été sans critique. Certains économistes et responsables politiques ont exprimé des réserves quant à l'efficacité à long terme de ces interventions. Certains ont fait valoir que les mesures prises par la BCE étaient insuffisantes,
tandis que d'autres ont critiqué le manque d'intégration budgétaire au sein de la zone euro, qui a entravé une réponse plus globale à la crise. La crise a mis en lumière la nécessité d'une plus grande coordination et d'une réforme structurelle au sein de l'Union européenne pour prévenir de futures crises. Section 6. Du choc financier à la crise économique. L'Europe ressent le contre-coup. La crise financière s'est rapidement transformée en un grave ralentissement économique. L'effondrement du système financier a entraîné une crise du crédit, qui a rendu difficile l'obtention de prêts pour les entreprises et les consommateurs. Ce manque de crédit a freiné l'investissement et la consommation, provoquant une chute de l'activité économique. La zone euro, déjà aux prises avec des faiblesses structurelles, a été particulièrement touchée. La monnaie unique, qui avait été un symbole de l'unité européenne, est devenue une source de tension, les pays aux performances économiques divergentes étant liés par une politique monétaire commune. Le ralentissement économique a eu un impact dévastateur sur l'emploi. Les entreprises, qui luttaient pour faire face à la baisse de la demande, ont été contraintes de licencier. Les taux de chômage ont grimpé en flèche dans toute l'Europe, en particulier chez les jeunes. Les conséquences sociales et économiques de ce chômage élevé ont été profondes, entraînant une augmentation de la pauvreté, des troubles sociaux et une perte de confiance dans le projet européen.